Bonsoir, bienvenue dans Classique du Plus. Bonsoir Médoc. Donc c'est cool parce qu'on alterne vachement au niveau du contenu dans Classique du Plus. Donc on accueille par exemple tous les 15 jours on a 3 minutes pas plus et tous les mois on a Showtime et là justement c'est le numéro où on accueille Showtime. Donc c'est super, on va voir ça tout de suite avec le sommaire. On commence ce Classé 18+, avec un reportage sur Assassin's Creed Revelations. On enchaîne avec Showtime. Suivi de la critique flash de The House of the Dead Overkill Extended Cut. Et puis normalement si tout va bien Showtime. Un reportage sur le salon Hygromir avec des petits Truskov. Et logiquement Showtime, ça s'y prête. Comme chaque Classé 18+, on aura un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et un Showtime, si tout va bien. Et on termine cette émission avec la critique de Battlefield 3. Et puis comme vous l'avez compris très certainement, il n'y aura pas de Showtime. Mais tout de suite, les news. Ubisoft vient de confirmer que Tom Clancy's Rainbow Six Patriots était en cours de développement dans leur studio montréalais, ces derniers étant épaulés pour l'occasion par Ubisoft Toronto et Ubi Red Storm. Le titre du jeu, qui fait un peu peur il faut bien l'admettre, ne cache rien de son scénario. Les États-Unis sont en effet une nouvelle fois confrontés à une menace terroriste. L'histoire du jeu proposera aux joueurs d'adopter différents points de vue et les développeurs promettent un degré d'immersion jusque-là inédit dans cette série de FPS grâce à, ouvrez les guillemets, un niveau d'humanité sans équivalent, fermez les guillemets. L'équipe Rainbow sera en effet confrontée à un nouvel ennemi, les True Patriots, un groupe révolutionnaire surentraîné bien décidé à prendre le contrôle du pays et à faire tomber le gouvernement en place, jugé corrompu et à la solde des grandes multinationales. Outre une campagne dynamique nécessitant de prendre des décisions difficiles, le jeu sera bien entendu blindé d'options multi, coop ou non, et mettront l'accent sur l'entraide entre les joueurs et leur réactivité. Tom Clancy's Rainbow Six Patriots est annoncé sur Xbox 360, PS3 et PC pour 2013. Plus qu'une petite dizaine de jours avant la sortie de Saints Row The Third, qui avec ce nouveau trailer compte bien affirmer, si cela était encore nécessaire, son identité, comment dire. Non mais franchement c'est quoi ce jeu? Avec des types habillés en cosmonautes, des esclaves sexuels tout droit sortis de Pulp Fiction. Je suis sûr qu'il y aura des zombies aussi. Et bah voilà, des zombies. Non, Burt Reynolds. Burt fucking Reynolds? Who else could keep this town running? Les plus jeunes ne se souviennent sans doute pas de lui, mais Burt Reynolds est un acteur culte des années 70-80, ayant joué dans Délivrance, mais aussi des films comme Cours après moi shérif ou Cannonball Run. Il continue toujours à tourner et s'était fait remarquer en 1997 pour son rôle dans l'excellent Boogie Nights, où il incarnait un réalisateur de films porno qui accueillait dans son écurie le jeune Eddie Adams, joué par Mark Wahlberg. Et pour continuer dans le jeu gore et débridé n'ayant peur de rien, voici le trailer spécial Halloween de Lollipop Chainsaw. Un jeu développé, rappelons-le, par l'équipe de Grasshopper, qui se présente comme une évolution encore plus sexy gore de la série No More Heroes. On incarnera en effet Juliette, une pom-pom girl armée d'une tronçonneuse, capable de trancher du zombie en exécutant une pole dance. Cette bande-annonce permet aussi d'apercevoir pour la première fois le mentor de Juliette, le vieux Morikawa, qui se délectera visiblement comme les joueurs du fanservice ébouriffant de cette production totalement barrée. Your friends and fellow students transformed into the undead. I'm counting on you. Kill the motherfuckers. In 2012. Cool! Get ready for sex. Get ready for blood. Get ready for rock and roll. Lollipop Chainsaw. Une toute petite info rapide pour les fans de Gears of War 3, qui seront ravis d'apprendre qu'Epic Games et Microsoft mettront gratuitement à leur disposition le Versus Booster Map Pack le 24 novembre prochain. Ce DLC comprendra 5 nouvelles maps, dont 2 issues du premier Gears, Bullet March et Clock Tower. Alors là c'est quand même méchamment gore. Alors si vous êtes jeune et impressionnable, on vous conseille de jouer à Kirby sur DS pendant un peu plus d'une minute. Cette nouvelle bande-annonce de The Darkness 2 est en effet entièrement consacrée aux exécutions réalisées avec classe, classe étant ici une notion bien subjective. Jugez plutôt.
sait désormais un peu plus sur la compilation Metal Gear Solid HD Collection. Déjà, sa date de sortie vient d'être arrêtée au 2 février prochain, alors qu'elle était attendue ce mois-ci. Celle-ci comprendra pas moins de 5 jeux, dont Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater et Metal Gear Solid Peace Walker. 3 titres sortis respectivement sur PS2 en 2001 et 2004 et sur PSP en 2010. Mais la compile comprendra également les 2 titres sortis à la fin des années 80 sur MSX et MSX2, Metal Gear et Metal Gear 2 Solid Snake. Mis à part la liste des titres présents dans la compile et sa date de sortie, peu d'infos ont filtré, sinon que l'on peut s'attendre aux ajouts classiques des trophées sur PS3 et des succès sur Xbox 360. Off. T'as vu, ça faisait longtemps que j'avais pas coupé les news. Un petit flashback, comme un bâtard. Souvenir. En Et fait, alors, c'est pourquoi? Non, Parce que normalement, d'habitude, je m'énerve et tout. Mais... Ouais, mais non, mais là, t'es zen. Parce que ce qu'on va voir là, tout de suite, c'est le premier trailer, en fait, de GTA V. Ouais, ça tombe carrément bien, parce qu'il est sorti il y a quelques jours avant la diffusion de cette émission. Donc, on va regarder le trailer et juste après, on en parle. Vous l'avez sans doute tous déjà vu, mais c'est un plaisir de le revoir. Why did I move here? I guess it was the weather. Or I don't know, that thing, that magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, you know? From that line of work. Be a good guy for once, a family man. So, I bought a big house. Came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is. Alors GTA V, on vient de voir le trailer. Donc moi j'ai mes petites notes avec moi. Je crois que Médoc, tu voulais direct commencer avec une petite analyse. Ouais, une analyse super légère, hein, mais c'est juste là je regardais le trailer, je me suis fait une petite réflexion. À partir de l'épisode Vice City, j'ai l'impression qu'il y a une progression dans les périodes traitées. C'est-à-dire Vice City, c'était très années 80, tu sais, les chemises à manches courtes avec des fleurs, tout ça, très Deux flics à Miami, c'est ce style d'ambiance. Juste après, t'as eu le San Andreas, qui était plus années 90, les gangs Boys in the Hood, avec hip-hop tout à fait, avec CJ et tout ça. Ensuite, t'as eu le GTA 4, qui était là en l'occurrence plus années 2000, tu pouvais le voir au portable que Nico il avait, un portable tout pourri que tu avais dans les années 90, et que j'ai toujours dans les années 2000, pardon. Et là avec ce nouveau trailer ce premier trailer de GTA V, on a l'impression que, il y a beaucoup d'éléments qui nous laissent penser que on est pratiquement dans la période actuelle, c'est-à-dire la crise financière avec tout ce que ça implique. Voilà, j'ai l'impression que c'est du 2008, 2009, voire peut-être même 2011. Donc tu as une progression comme ça. Du coup, je me demande, GTA 6, qu'est-ce que ça va être le On n'en est pas encore là. Déjà GTA 5. Et c'est vrai que Jonathan notait la présence dans le trailer. On voyait vraiment la pauvreté à Los Angeles, à Los Santos. Et donc je pense que ce sera abordé de façon forte. C'est-à-dire la course pour l'argent, etc. Il y aura tout un sous-discours qui reste très intéressant. On notera également le fait que, comme c'est le cas dans de plus en plus de productions, que le personnage est plus âgé. Donc c'est un père de famille qui a la cinquantaine visiblement, et donc plein de questions se posent. Donc par exemple, est-ce qu'il va devoir gérer sa famille en termes d'interaction sociale? On pense par exemple à GTA 4, donc c'était très intéressant déjà avec la possibilité de recueillir des numéros de portable, et donc avec des gens avec qui on était proches, et ensuite ces personnes nous appelaient, nous donnaient rendez-vous, on allait dans un strip club, un bar, on sortait se faire une bouffe dans un resto, etc. Et si au bout d'un moment on répondait pas, ou si on n'était pas présent, et la personne nous laissait tomber, comme dans la vraie vie. Donc il y avait vraiment une vraie dimension sociale, et là le fait d'incarner un personnage qui a des responsabilités familiales, on se dit
dit waouh, quelle est la possibilité? Est-ce que le mec va devoir gérer une double vie? Donc est-ce qu'il va devoir genre faire le père de famille d'un côté, genre super sage, et de l'autre le gangster la nuit, genre un petit côté genre Drive quoi dans l'absolu. Genre il y a vraiment pas mal de choses. On peut parler également du côté photoréaliste des graphismes. Donc là, autant dans GTA 4 on était encore dans une petite patine cartoon. Là, même si on voit encore le style Rockstar, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus photoréaliste. Et donc en particulier le travail sur les animations qui sont spectaculaires. Et donc là, ça donne vraiment envie. On a aussi la multiplicité des activités. Donc une nouvelle fois, ce sera open world, bien évidemment. Et donc on a du golf, du jet ski. Tout ça, c'est des petites images qu'on voit dans le trailer. On a aussi de la randonnée. Alors là, la randonnée, donc évidemment, je pense qu'on va pas faire du hiking, etc. Mais genre a priori, on aura la possibilité peut-être genre de donner rendez-vous en pleine montagne à ses potes, comme on donnait un rendez-vous dans un bar dans GTA 4. Donc c'est une activité en plus. On avait aussi toujours la dimension drague, les prostituées. Donc Rockstar va pas renier l'identité genre un petit peu provoque de sa franchise. On a aussi les caisses qui sont absolument magnifiques. On a des tas de véhicules comme les avions, plein d'avions différents. On a évidemment du braquage dans tous les sens. Donc c'est vrai que ça fait méchamment envie. Donc il y a des gens a priori qui ont critiqué un petit peu le choix de la ville. Il y avait pas mal de rumeurs, genre est-ce que ça va se passer à Paris, est-ce que ça va se passer en Chine. Et finalement on retourne à Los Santos, donc à Vinewood. Et moi je trouve ça bien parce que j'aime bien l'alternance au niveau par exemple des ambiances. On avait un côté dans GTA 4 qui était beaucoup plus sombre. Et là, on revient au soleil, aux palmiers présents dans San Andreas. San Andreas étant quand même l'épisode a priori favori de la plupart des gens. C'est vrai que dans GTA 4, on avait moins de possibilités d'interaction, d'activités annexes par rapport à San Andreas. Mais par contre, on avait un côté plus mûr. Donc là, si on a les deux, genre plein de possibilités au niveau des mini-quêtes, et en même temps, genre cette même maturité et la possibilité d'être dérangé, troublé, etc. par ce qui se passe, genre dans le jeu, ça peut être carrément fascinant, quoi. Et là, pour moi, ce trailer fait une nouvelle fois la démonstration que Rockstar maîtrise sérieusement son sujet, et donc ça fait carrément envie, quoi. T'as l'air super chaud. C'est toi, j'imagine, qui fera la critique. Il y a une petite chance, quoi. Il y a une petite chance. Je pense que ça se jouera pour te faire. Je vais le faire direct, quoi. On va maintenant voir un petit reportage consacré à Assassin's Creed Revelations, le prochain. Vous allez voir, c'est assez pointu. On en parle juste après. When I started this fight, I did not think it would span a lifetime. But I soon discovered it would span many more. Avant de laisser la parole aux deux développeurs interviewés pour ce reportage, on va préciser une chose, ce sujet s'adresse avant tout aux fans de la série, à ceux qui ont joué, voire terminé les volets précédents de la saga Assassin's Creed. On va donc parler du scénario en profondeur, mais aussi des nouveautés liées au multijoueur de cet Assassin's Creed Revelations, qui était d'ailleurs présenté lors du dernier Paris Games Week, où nous avons réalisé l'interview de son lead game designer. Il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau de la balance dans le gameplay pour s'assurer que c'était plus intéressant, mieux balancé, plus dynamique. Notamment avec le système de compte, un système de contested kill qui a été introduit. Il y a eu aussi beaucoup d'améliorations au niveau de l'interface. Sinon, en plus de ça, il y a vraiment beaucoup de contenu qui a été fait. Il y a des nouveaux modes de jeu qui ont été introduits, des nouvelles cartes, des nouveaux personnages, toute une nouvelle série d'animations pour les assassinations également. En plus de ça, on a fait vraiment un bon travail pour essayer de répondre le plus possible à ce que la communauté demandait et avoir un meilleur service au niveau de la communauté et de la connectivité, entre autres. Fait que le matchmaking est vraiment meilleur, a vraiment été retravaillé pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Il y a aussi, pour la connectivité entre amis, il y a maintenant un Friends Hub accessible dans le jeu où est-ce qu'on peut plus facilement jouer avec les amis, communiquer avec les amis, partager avec les amis directement à partir du jeu. Outre un matchmaking plus pertinent, la communauté de fans a également poussé le studio à développer d'autres aspects du multi, comme la customisation des personnages. Mais les améliorations apportées au multijoueur de Brotherhood ne se limitent pas pour autant à ces éléments. L'essentiel du gameplay, le cœur du gameplay est resté le même avec les améliorations dont on parlait, vraiment pour le rendre plus intéressant, plus addictif. Il y a encore cette notion-là de débloquer les habilités avec les niveaux. Un autre élément aussi qu'on a rajouté, il y a un aspect d'avantage, ce qui est quand même nouveau pour du multi, d'avantage de storyline, d'histoire. Il y a la possibilité de débloquer des informations par rapport au background d'Abstergo, à l'histoire d'Abstergo, l'histoire
de ceux qui font le training assassin par le biais du multiplayer. Donc, il y a vraiment des informations sur le background, sur l'histoire, sur la mythologie de l'univers assassin. Le scénario, parlons-en. Et pour cela, nous allons opérer un petit saut dans le passé et l'espace pour atterrir à l'E3, à Los Angeles, en compagnie du scénariste du jeu. Sachant qu'Assassin's Creed Revelations est le dernier chapitre des aventures d'Ezio qui débute quelques années après la fin de Brotherhood. We saw in Assassin's Creed 2, we saw Ezio become an assassin by accident almost. You know, his family was killed, his father and his brothers. He fell into the assassins, unlike Altair, who was born into it. So in Assassin's Creed Brotherhood, we saw Ezio become a master assassin and a mentor. And now in near middle age now, he feels like he's achieved a lot of what he set out to do. Certainly he's got revenge on all the people that he needed to. And he's become an incredible assassin, but he's wondering if that's the end of his career as an assassin. Has he done enough? Has he done all the things he needs to do? Should he pass the torch to a new generation of assassins? And in order to answer some of these questions for himself, he decides to travel to Masyaf because he's heard the rumor of a library that Altair built beneath Masyaf. When he arrives at Masyaf, however, he finds that a lot of Byzantine Templars have taken over the place and are also trying to get into the library. Through some research, he realizes that the keys to this library have been sent to Constantinople many centuries earlier. So he and the Templars both rush to Constantinople to find these keys, and so it becomes a race against time. Voilà, vous savez tout, absolument tout sur le début du jeu et les objectifs d'Ezio. Mais bien sûr, l'une des grosses nouveautés de Revelations tient au fait qu'il sera également possible d'incarner Altaïr, sans oublier Desmond Miles. Et là, attention, spoiler, si vous n'avez pas terminé Brotherhood et que vous comptez le faire avant de jouer à Revelations, vous pouvez couper le son et fermer les yeux pendant un peu plus de 2 minutes. But at the end of Brotherhood, Desmond suffers a great shock. He finds the Apple of Eden and he falls into a coma because of the shock of being so many different lives, you know. He was Altair, he was Ezio, and all these strange First Civilization people are talking through him as well, Juno and Minerva. He suffers a shock and he goes into a coma, and the other assassins realize that the only way to keep him alive, keep his brain from falling apart, is to put him back in the Animus and let the Animus partition his brain. So they keep Desmond over here and Ezio here and all the other, every other ancestor he's ever been separate. So now he's trapped in the Animus. And he realizes that in order to get out, he's going to need to find the rest of Ezio's memories because he's left Ezio's life incomplete. He needs to put Ezio to rest, so to speak, and reach the end of his memories because Ezio has not had the child yet that goes on to be Desmond's ancestor. So Desmond, for the most part, will be wandering around inside the circuitry and the programming of the Animus while his own memories sort of assault him on all sides while he's searching for more of Ezio's memories. Ok, après Driver San Francisco, Ubisoft affirme donc sa prédilection pour les histoires bien alambiquées. Ceci dit, mener à bien une narration aussi syncopée n'a pas dû être de tout repos. Well, there were two big challenges for me as a writer. One was trying to create a story that had 3 main characters, essentially, Desmond, Ezio, and Altair, and to write a story that didn't feel like we were just randomly telling different stories, but a story that felt like it was all part of one big epic adventure. The parts of the Altair journey that you will see will have some resonance with the Ezio story as well. As Ezio moves through his story and is thinking about what it means to be an assassin, he will catch glimpses of Altair's story, and those will help him make a better decision about what it is to be an assassin and help him make a better decision about what to do with the last decades of his life. The second part was trying to write for a history and a culture and a city and an area that is not as well known to the West. And that was certainly not as well known to me when I first started researching this more than a year ago. And the challenge was to try to get these cultures to be fair to every single one of them. And I think as you play through the game, I hope that you will see that we've really tried to represent all these rich cultures in a pretty fair way. But it's been a very big challenge because, you know, it's a game, it's an action game. It needs some good villains. It needs a lot of cool action set pieces. So that's always a challenge. Spectaculaire, le jeu semble l'être clairement, même si nous attendrons la critique diffusée dans le prochain Classé 18+, pour nous prononcer définitivement. En attendant, nous allons laisser le mot de la fin à son lead game designer, qui semble plutôt fier du travail accompli par son équipe. Admettez que le contraire aurait été bien triste.
avec Révélation. On a vraiment réussi à pousser sur plusieurs plans, à amener la franchise vraiment plus loin, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau de certains gameplays, avoir des systèmes qui sont plus dynamiques, plus profonds, avoir plus de réalisme au niveau des cinématiques, au niveau des personnages. Je pense que sur tous les fronts, on a réussi à avoir des améliorations importantes par rapport aux Assassins précédents. Un des éléments qu'on est vraiment fiers en même temps, puis on sait que jusqu'à maintenant, la réaction des fans est extrêmement positive, c'est le fait qu'on va pouvoir jouer plusieurs assassins dans Révélation. Il y a une partie avec Ezio, il y a aussi une partie avec Altair, et il y a toujours la partie avec Desmond. Fait que c'est vraiment le jeu qui va créer le lien entre ces trois assassins-là. C'est là où est-ce qu'on va comprendre à quel point l'aventure d'Ezio est importante, c'est quoi sa relation avec Altair et c'est quoi leur impact à tous les deux sur Desmond et sur le futur de Desmond. Fait que je pense que pour les fans, ça va être hyper intéressant de pouvoir jouer à Révélation, découvrir tout ça, découvrir les innovations qu'on a fait au niveau du gameplay et au niveau de l'histoire. Bah voilà, on vient de voir le reportage de ta prochaine critique, Assassin's Creed Revelation. Donc là, tu vas bientôt avoir l'occasion d'y jouer, etc. Donc dans 15 jours, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que on se pose pas mal de questions. Vous avez vu que dans le reportage, on a été chercher, donc on a fait une interview par Games Week, on a fait une interview à l'E3, là on a mêlé un petit peu les deux. Donc là on est vraiment rentré dans le vif du sujet, c'était un reportage qui s'adressait avant tout aux fans, parce que là quand il attaque le scénario, t'es là, moi je me rappelais pas que c'était à ce point-là le scénar. C'est complètement perché quoi. Donc on s'était un peu marré avec Driver San Francisco, mais là putain, c'est encore une autre étape au-dessus quoi. Ils hésitent pas les scénaristes chez Ubisoft, c'est parti. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu envie, et donc on verra, on en reparlera. Et je ne sais plus ce qu'on voit maintenant. Ah, mais moi je sais complètement. C'est une critique flash. Tout à fait. D'un jeu sorti sur Wii, mais maintenant qui ressort sur PlayStation 3 en version Move. La critique. Shit! I fucking hate these zombies! Mutants, how many times do I have to tell you not to use the Z word? Amis bien pensants et facilement impressionnables, bouchez-vous les oreilles, bandez-vous les yeux et allez coucher vos enfants. House of the Dead est de retour et n'a pas laissé sa vulgarité au vestiaire. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, House of the Dead Overkill nous avait agréablement surpris en 2009 grâce à son humour grivois, ses cinématiques obscènes et ses répliques cultes fortement inspirées des films d'exploitation des années 70. 2 ans et demi après avoir doté la pauvre et innocente console de Nintendo d'un jeu qui méritait amplement son PEGI 18+, Sega rempile sur PS3 avec une version rallongée de leur titre compatible PlayStation Move. Comme tout remake digne de ce nom, Extended Cut apporte son petit lot de changements et de nouveautés, mais avant de parler de ces ajouts, revenons brièvement sur la trame scénaristique. Car oui, bien qu'elle ne soit pas digne d'un MGS, il y a bien une histoire qui se cache timidement derrière ce festival d'hémoglobine et de démembrement. Faisant office de préquel à la série de shoot bien connue des salles d'arcade, Overkill est en effet l'épisode 0 des House of the Dead. On y incarne le mystérieux agent G qui vient tout juste de rejoindre l'AMS. They call him only G. His identity? A mystery. Et Isaac Washington, véritable caricature des Afro-Américains des 70s. I'm gonna rip your motherfucking balls off! On ne sait pas trop pourquoi ces deux flics survoltés en viennent à coopérer, et au fond, on s'en tape. Toujours est-il que les deux hommes sont sur les traces d'un baron du crime, et que leur enquête les mènera devant les halls ensanglantés du Papa's Palace of Pain, le premier niveau du jeu. Si vous avez joué à Overkill sur Wii, vous vous souvenez sûrement de la plantureuse Varla Guns, qui était alors l'unique figurine féminine du jeu. Elle sera maintenant accompagnée de Candy Strippers, un personnage aussi inédit que stupide. Candy Striper, just your average girl next door. Tout comme Isaac et G, les deux filles sont à la poursuite de Papa César, mais leurs motivations sont quant à elles plus personnelles et vengeresses. Get ready to be titillated, tantalized and teased by tasseled titty temptresses. Voilà pour l'histoire qui restera la même que sur Wii à quelques changements près. Candy est en effet une des principales nouveautés de cette version. En plus d'apporter de l'humour à un jeu qui en possède déjà beaucoup, elle sera jouable aux côtés de Varla dans un des 2 niveaux inédits de la version PS3. En dehors de ces 2 niveaux, le changement le plus marquant est bien sûr le lifting graphique que le jeu a subi. Les textures et les lumières ont été retravaillées pour un résultat plus digne d'une console HD. On notera aussi la disparition des ralentissements qui surgissaient quand il y avait trop d'éléments à l'écran à cause de la configuration un peu maigrichonne de la Wii. PlayStation oblige, la Wiimote et le Wii Zapper laisseront place au PS Move qui est un poil moins précis que son homologue. Certes, l'ensemble reste complètement jouable, mais on est parfois frustré par le léger manque de précision qu'offre cette version.
Enfin, la façon de débloquer des bonus et de nouvelles armes a été complètement remaniée. Alors qu'elle était plutôt classique sur Wii, avec des points qui s'obtenaient en fonction du score, les illustrations, pistes audio et autres modèles 3D doivent maintenant se déverrouiller dans les séquences in-game. Il faudra donc être très réactif pour mettre la main dessus. Au final, Overkill Extended Cut est un remake facile mais réussi. Tous les amateurs de série Z seront servis et devraient en plus saisir les nombreuses références aux films auxquels le jeu rend hommage. Impossible en effet de ne pas penser à Boulevard de la Mort ou à Planète Terror quand on voit l'image volontairement dégradée et les personnages totalement clichés que le jeu met en scène. Aussi gore et de mauvais goût que son aîné, Extended Cut ne surprendra pas énormément ceux qui ont déjà joué à la version Wii, mais il donnera à coup sûr quelques heures de joie sadique aux nouveaux venus qui pourront s'essayer un bon rail shooter signé Sega. Witness naked desire, naked lust, naked terror. Adults only. Keep both hands on the controller. Bon, c'est vrai, Médoc, je vais pas en rajouter encore, j'ai déjà été un petit peu lourd avec le sommaire, il n'y a pas de Showtime, mais quelque part on se rattrape un petit peu, parce que là on va bientôt voir un reportage qui a été réalisé par Julien Pirou, qui est parti en Russie pour tourner des images sur un salon à Hygromir, et donc voilà, il y avait quand même des babes. Il y avait pas mal de Boost Babes, là vous pouvez les relooker là juste derrière nous. Donc j'en profite pour m'excuser platement, ce mois-ci il n'y a pas de Showtime, il n'y a pas de Showtime. Je suis désolé les enfants, c'est juste que au niveau du temps c'était impossible. J'avais plus de mana, j'avais plus de temps. C'est vrai que j'ai l'impression au niveau de l'actualité que par rapport à l'année dernière, là cette fin d'année, on a beaucoup plus de gros titres réellement intéressants. Donc tu as fait les critiques récemment de Batman Arkham City, là je suis en train d'y jouer, c'est juste énormissime. Tu vas bientôt travailler, t'es sur Revelations, tu viens de faire, on le verra plus tard dans l'émission, Battlefield 3, il y a également Skyrim qui arrive, donc il y a des titres mais énormes. Oui, j'étais sur Dark Souls, donc j'ai enchaîné les gros titres et donc les titres sur lesquels il faut évidemment passer du temps et donc du temps que j'ai pas pu prendre pour faire ce Showtime. Il valait mieux que tu joues beaucoup au multi de Battlefield 3 plutôt que de faire un Showtime. Donc Showtime ce sera pour une prochaine émission, ne vous inquiétez pas. Une prochaine fois, il n'y a aucun problème. En attendant, je vous invite... Tout à fait, on voit le reportage et puis on va prendre un petit peu la température du marché du jeu vidéo en Russie. Puis vous pouvez, c'est intéressant. Puis vous pouvez vous poignarder là sur les fiches derrière. Du 6 au 9 octobre 2011 se tenait la 6e édition d'Hygromir, la grande convention russe du jeu vidéo. Hygromir signifie « le monde des jeux » en russe et se déroulait cette année au centre d'exposition Crocus Expo à Moscou. Notre présence fortuite dans la capitale russe à la même période nous a donné l'occasion de partir à la découverte de cet autre marché du jeu vidéo en plein développement. Autrefois cannibalisé par le marché noir, le marché du jeu russe est finalement devenu viable il y a quelques années, lorsque les autorités sont parvenues à éliminer la vente à la sauvette de produits multimédia dans les rues et les stations de métro. Après une période de forte croissance, ce marché est toutefois à nouveau fragilisé par la démocratisation du haut débit et le piratage par téléchargement. C'est pourquoi le jeu PC, autrefois prédominant en Russie, perd du terrain face aux consoles, poussées par les éditeurs occidentaux et japonais. Il apparaît clairement que pour les géants du jeu vidéo, le jeu PC est un champ de bataille perdu d'avance. Cette mutation se ressentait particulièrement à Hygromir. Les stands de jeux consoles étaient présents en force et Microsoft, Sony ainsi que Nintendo n'avaient pas lésiné sur les moyens pour conquérir les gamers russes. Pourtant, tout n'est pas gagné pour les 3 poids lourds des machines de salon, car les joueurs russes ont des goûts bien particuliers. Ainsi, le stand Nintendo, malgré sa taille imposante et sa véritable armée d'hôtes et d'hôtesses, semblait boudé par le public, celui-ci préférant nettement les stands mettant en avant des soldats en tenue kaki armés de fusils d'assaut, de préférence de fabrication locale. Et oui, les joueurs russes préfèrent les jeux militaires réalistes aux cabrioles des plombiers moustachus. Modern Warfare 3 et Battlefield 3 étaient indéniablement les stars du salon, avec des stands littéralement submergés. Même l'aïeul Counter-Strike continuait d'attirer une foule importante. Plus importante que celle du stand de StarCraft 2, Heart of the Swarm, qui, dans une convention européenne, aurait été pris d'assaut. Un autre genre rencontre un vif succès en Russie, la fantasy, déclinée principalement sous forme de jeux de rôle et de jeux de stratégie. Un journaliste russe rencontré sur place se lamentait d'ailleurs du fait que ses compatriotes soient prêts à acheter n'importe quoi du moment que la couverture représente un homme en treillis ou une bimbo elfique en bikini côte de maille. Pas sûr que ce soit si différent chez nous, tout bien considéré. Le PC n'a toutefois pas dit son dernier mot et se réinvente désormais sous forme de jeux free-to-play dont les Russes raffolent. Les éditeurs de jeux locaux avaient tous leur free-to-play à présenter. World of Tanks de Wargaming.net annonçait sa déclinaison prochaine en World of Airplanes et World of Battleships, tandis qu'un autre éditeur, Nival, avait sorti la grosse artillerie pour promouvoir son prochain titre, Prime World.
1C Company était également présent avec ses titres phares comme la nouvelle extension de King's Bounty. D'autres éditeurs russes étaient présents, à commencer par Buka et Akela, mais ceux-ci semblaient mettre en avant leur activité de distributeurs de jeux occidentaux, avec notamment une forte présence de titres Ubisoft. Buka récupérant Might and Magic Heroes 6, une série très populaire en Russie, tandis qu'Akela distribue Assassin's Creed. Cette occidentalisation du marché russe pouvait se ressentir à de nombreux niveaux. Les productions locales arborent désormais des titres en anglais, avec pour but avoué de séduire les joueurs du monde entier. Si on reste dubitatif quant au potentiel d'exportation de certains titres, la Russie est en tout cas bien partie pour devenir un acteur majeur du jeu PC free-to-play. Il sera intéressant de voir si cette tendance se confirme dans les années à venir. Petite note pour finir, Hygromir est une convention bruyante. Le volume sonore est parfois insoutenable, car en l'absence de réglementation, c'est un peu le jeu du qui fera le plus de bruit. Cette véritable ambiance de vente à la criée s'accompagne d'une surenchère de jolies filles distribuant des tracts dansant dans des cages en petite tenue. Et pourtant, malgré la présence de nombreuses boss babes vêtues, tout le monde s'accordait à dire que cette édition d'Hygromir était plus sage et familiale que les précédentes, où il arrivait apparemment que les boss babes ne soient pas vêtues du tout. À part ça, et malgré quelques goûts différents, on constate que les gamers russes ne sont guère différents des gamers français. Dans les allées d'Hygromir, on croise des visages que l'on jurerait avoir croisés au Paris Games Week ou à la Gamescom, des fans portant des t-shirts de Doctor Who ou encore des jeunes filles en cosplay d'Ofus, tout comme chez nous. Bref, c'est comme si la culture geek abolissait les frontières. Ah, c'est beau. Bah voilà, on remercie Julien pour ces images, donc qui travaille comme un ouf et qui il part en Russie pour le boulot, et puis en même temps il filme un petit reportage pour nos lives, donc c'est super cool. Juste simplement, concernant Hygromir, je suis malheureux de pas avoir été avec lui, parce que je sais pas si tu te souviens, quand on était parti à l'E-Cube, j'étais avec Jonathan, et donc c'est un petit peu moi qui le drivais, qui disait film elle. Maintenant film elle, maintenant film elle. Il a vu zéro jeu à l'époque. Et puis jamais on filmait les visages, t'as vu, parce que je savais ce qu'il fallait faire. Là, Julien, il était tout seul là-bas, avec son caméscope, il est comme ça, il devait être gêné. Donc voilà, la prochaine fois qu'il y retourne, je manquerai pas de lui filer des instructions pour pouvoir vous proposer par la suite un petit montage sympathique. Et maintenant, on va avoir droit à nos 3 petites minutes zen, avec consacré à un jeu qui vient de sortir sur XBLA, qui s'appelle Bejeweled 3, un jeu complètement casual, mais plutôt sympa. Sorti sur PC et Mac fin 2010, le Bejeweled 3 de PopCap Games vient de débarquer sur Xbox Live Arcade. Si vous ne connaissez pas la série, ce qui serait surprenant vu sa popularité, eh bien sachez que vous savez déjà y jouer. Les Bejeweled sont en effet des jeux de réflexion de type match 3, où il faut parvenir à associer 3 gemmes de même couleur afin de les faire disparaître et si possible réaliser des combos. Exactement comme dans Zookeeper donc, et une myriade d'autres titres accessibles sur le net, les smartphones et ainsi de suite. Casual au possible, mais pas beaucoup plus qu'un Tetris en fait, Bejeweled 3 propose pas moins de 8 options de jeu que nous allons maintenant passer en revue. Pour commencer, on a le mode classique où il faut tout bêtement associer des gemmes, sans limite de temps, en essayant d'obtenir les plus gros compliments possibles à l'aide de combos dévastateurs. Car oui, une voix off est là pour nous encourager et commenter nos meilleurs coups. Spectaculaire. S'il suffit d'aligner 3 gemmes pour les faire disparaître, le fait d'en associer 4, par exemple, permet de créer une pierre explosive spéciale qui, accolée à d'autres gemmes de même couleur, fera tout péter dans un petit périmètre. Et les petites subtilités de ce type ne manquent pas. Pour poursuivre avec les options de jeu, on a aussi le mode papillon, qui nous oblige à libérer les papillons colorés avant qu'ils n'atteignent le haut de l'écran et se fassent dévorer par une araignée. Sachant qu'à chaque fois que vous faites un coup, tous les papillons présents montent d'un cran. Le mode mine de diamants, lui, nécessite de creuser le bas de l'écran, composé de terre, afin de trouver des trésors. Blizzard est un mode diabolique où il faudra empêcher des colonnes d'eau de monter et de se transformer en glace. Poker, lui, est très original puisque l'on créera sa main composée de 5 cartes en associant des gemmes. Sachant que très vite, le jeu nous empêche de réaliser certaines combinaisons identifiées par une petite tête de mort. Si la paire est interdite, il faudra donc veiller à s'assurer une double paire. Et si la double paire est également prohibée, alors le brelan, au minimum, est obligatoire. Très fun, vraiment. Le mode zen, lui, est tout à fait adapté à cette rubrique puisqu'il permet de se détendre en choisissant de jouer avec des bruits de vagues et autres bruitages apaisants, sans limite de temps et stress d'aucune sorte. Nettement moins zen, le mode quête vous permet de reconstituer des reliques en relevant 40 défis casse-tête. Comme celui-ci, où il faut associer des gemmes rouges et bleues sans créer de déséquilibre.
ou celui-là, nécessitant d'éliminer 15 gemmes bombes avant qu'elles ne vous explosent au visage. Le mode éclair, enfin, la 8e et dernière option de jeu, vous oblige à collecter des gemmes de temps afin de gagner des tours bonus. Réalisé avec soin, Bejeweled 3 est un très bon jeu casual, un passe-temps de qualité qui parvient à séduire malgré son côté classique grâce à ses modes de jeu variés. Et sachez qu'il est également possible de gagner de l'expérience, voire d'obtenir des badges in-game en réalisant certaines actions. Bejeweled 3, c'était quand même la petite pause qu'il nous fallait pour attaquer genre le gros morceau de cette émission. Donc la critique de Battlefield 3, l'un des titres les plus attendus en cette fin d'année, en tout cas pour les amateurs de FPS. C'est vrai que là on rentre dans le vif du sujet après Rage, donc qui n'avait pas une partie multi, on va dire franchement développée, puisqu'il n'y avait pas de FPS en multi. Et donc mis à part la partie coop. Et donc là on est vraiment dans le vrai FPS tel qu'on l'entend, donc avec du frag dans tous les sens, etc. S'y a passé beaucoup de temps. Donc une nouvelle fois on a fait une critique genre... Tu t'as joué pas mal aux versions console, Seb a joué à la version PC, donc on a fait un mix de tout, on parle d'un peu de toutes les versions. Et alors vous allez voir ça, vous allez voir ça tout de suite dans la critique, et puis on en reparle après. Cela fait maintenant plusieurs mois que DICE, le développeur de ce nouveau Battlefield, nous chauffe à coups de teaser trailers plus galvanisants les uns que les autres. Dans cette guerre qui l'oppose ouvertement à l'écrasante machine Call of, le studio suédois a tenté cette année de mettre le maximum de chance de son côté, et force est de constater qu'il part sur des bases plutôt solides, dans la mesure où Battlefield Bad Company 2, leur précédente production, reste à ce jour l'une des références incontestables du FPS multijoueur en ligne. Simplement, pour attaquer sur tous les fronts son concurrent principal, DICE s'est senti obligé de mettre des billes non plus uniquement dans le multi, mais aussi dans un mode coop et dans une campagne solo qu'on nous a promis épique. On comprend évidemment l'intention, tacler Call of sur son propre terrain. Mais dans une guerre, les terrains sont en règle générale bien minés. Reste à savoir si ce Battlefield 3 s'en sort indemne. A single civvy. I don't like this shit. Autant lever le doute tout de suite. Concernant le scénario, oui, Battlefield 3 saute à pieds joints sur une putain de mine et n'y perd pas qu'un bout de tibia. L'histoire de la campagne solo est une grande blague. Une blague malheureusement trop souvent contée pour qu'on y esquisse ne serait-ce qu'un début de sourire. Il y est évidemment question de terrorisme, d'Américains, de Russes, d'Arabes, de la région du Golfe et de tout le bullshit qui va avec. On y parle de missiles nucléaires ayant disparu et donc d'attentats en plein New York. Interrogé par des agents du gouvernement, le soldat Blackburn devra raconter les différentes étapes qui l'ont amené à découvrir les cibles de ces attentats. Une narration en flashback qui permet aux joueurs d'incarner les différents protagonistes de l'histoire, avec Blackburn en fil rouge. Du classique de chez classique donc, qui s'inspire maladroitement de toutes les productions plus ou moins réussies tournant autour de ce thème. Mais avec un peu d'optimisme, ce manque manifeste d'originalité peut vouloir dire une chose. Si DICE a physiquement fait l'économie d'un scénariste, et sincèrement, après quelques heures de jeu, personne n'en doutera, c'est qu'il a mis ses sous autre part. Peut-être même dans la réalisation et le game system, tiens. Ça serait bien. Le mode solo de Battlefield 3 vous propose donc d'enchaîner des missions, et ce, à pied ou aux commandes de véhicules terrestres et aériens. On se rend compte dès les premières minutes que le titre de DICE ne compte pas se démarquer des autres productions de ce style, en tout cas au niveau du gameplay. Il sera la plupart du temps question d'objectifs à remplir ou d'alliés à suivre, afin de violenter les différentes vagues d'ennemis qui viendront mourir sous vos balles. Les commandes restent celles d'un FPS classique, avec toutefois cette nouvelle option qui permet désormais aux joueurs de s'allonger. Très utile lorsque les balles sifflent dans tous les sens. Rien de surprenant donc, mais on mentirait en disant qu'on s'attendait à plus. Le mode coop en revanche avait suscité pas mal d'intérêt chez nous, mais là encore, un feeling de déception s'installe vite. Non pas que les missions manquent d'intérêt, ces dernières donnent dans le classique frag et infiltration, mais la nature de certaines aurait demandé à ce que l'on puisse jouer à plus de 2. On ne comprend effectivement pas pourquoi une série ayant fondé en grande partie son succès sur du multi ne propose pas de la coop à plus de 2 joueurs, alors que d'autres titres, comme Gears par exemple, permettent de se faire plaisir jusqu'à 5 dans le mode horde. Reste donc le mode multijoueur, qui heureusement sauve complètement cette production en proposant une expérience hautement travaillée. Le multi de Battlefield 3 se pointe également avec quelques modifications par rapport à Bad Company 2 qui vont dans le sens du bien. Tout d'abord, les classes assaut et médecin se voient fusionner. On peut désormais filer des medkits et réanimer tout en restant efficace au combat. Ce changement donne lieu à l'apparition d'une nouvelle classe, soutien.
Cette dernière, lourdement armée, fournit des munitions à ses coéquipiers et est bien plus compétente pour les tirs de suppression. Cette nouvelle feature qui permet de noyer l'ennemi sous vos feux afin de réduire leur champ de vision. L'ingénieur, quant à lui, est toujours présent et toujours aussi expéditif lorsqu'il s'agit de faire sauter du véhicule. L'éclaireur, enfin, se sert de son snipe pour fraguer de loin, mais peut également aider les siens en plaçant un dispositif de respawn, un nouvel item vraiment redoutable lorsqu'il est judicieusement utilisé. Les modes de jeu, eux, tournent toujours autour de la conquête et de la ruée, avec toutefois une option deathmatch évidemment dénuée d'intérêt et destinée donc au bas du front que la stratégie n'intéresse pas. Le mode conquête propose aux joueurs de capturer des points stratégiques et de les tenir le plus longtemps possible. Plus une équipe tient de points, plus le capital vie de l'adversaire, visible en bas à gauche de l'écran, descend rapidement. Arrivé à 0, c'est la fin de la partie. Le mode ruée se rapproche quant à lui d'un Counter-Strike, avec sa pose de bombe et son éventuel désamorçage par les défenseurs. Sauf qu'ici, la partie est séparée en plusieurs étapes. À chacune d'elles, les attaquants ont un certain nombre de vies, là aussi visible en bas à gauche, pour faire sauter les différentes cibles. Un mode qui laisse plus de place à la camp, et donc à l'énervement, et qui demandera aux escouades un peu plus d'organisation. Les escouades, justement, sont de retour avec toujours cette possibilité de respawn derrière l'un de ses coéquipiers, et ne sont plus imposés aux joueurs, ces derniers pouvant choisir librement d'être à la tête d'une escouade si ça leur chante. On garde également ce système de points d'expérience qui vous fait augmenter votre grade de manière générale, mais aussi vos différentes classes et votre maniement des armes et des véhicules. À chaque level up dans une de ces catégories, on débloque des améliorations ou des décorations, et ces dernières sont massives et nombreuses. Plus on utilise une classe et un style d'équipement, plus on est compétent avec. Comme dans l'épisode précédent, le jeu en équipe est conseillé et pour le coup, vraiment récompensé grâce à la multitude de manières de se faire des points d'expérience en couvrant ses alliés ou en leur octroyant des soins ou des munitions par exemple. Autre point fort de ce Battlefield, les véhicules qui se voient désormais renforcés par les jets. Si leur maniement est un peu complexe au début, la maîtrise de ces derniers apporte de manière indéniable un avantage stratégique sur le terrain et une nouvelle profondeur de gameplay, sans pour autant créer de déséquilibre. Sans grande surprise, la quasi-totalité de l'intérêt de Battlefield 3 réside dans son mode multijoueur. Pour les consoles, la grosse upgrade vient du fait que l'on a désormais le choix dans ses serveurs. L'expérience PC quant à elle est toutefois un peu curieuse. Tout d'abord, sachez que vous n'y couperez pas. Il vous faudra quasi obligatoirement mettre à jour vos pilotes de carte graphique. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas eu une telle obligation. Ensuite, l'insertion des DVD du jeu oblige le joueur à installer Origin, la plateforme de commerce et DRM d'Electronic Arts, un peu comme Steam de Valve ou Uplay d'Ubisoft. Origin est pas mal construit, mais est sans doute victime du succès de Battlefield 3, car la création d'un compte est une étape délicate. On se souvient que Steam, livré avec Half-Life 2, avait aussi eu du mal au début. Là, avec Origin, il nous a fallu nous y prendre à plusieurs reprises pour créer un compte. Une fois ceci fait, vous pouvez installer le jeu. Mais attention, Battlefield 3 ne peut pas être installé n'importe où. Impossible par exemple de le placer dans mes documents ou à la racine du disque dur. Il demande par défaut à être rangé dans les programmes. Et ce n'est pas fini, car une fois l'installation terminée, cliquer sur le jeu ne le lancera pas, mais ouvrira une fenêtre dans votre navigateur vers Battlelog, le site dédié au jeu créé par l'éditeur. Battlelog demandera l'installation d'un pack de codec audio pour la communication entre joueurs, ainsi que l'activation de Flash. C'est depuis ce site enfin que le joueur pourra lancer la campagne solo, voir ses stats, retrouver ses amis et rejoindre des serveurs multijoueurs. Cette interface un peu surprenante marche plutôt bien, même si elle est un peu déroutante au premier abord. Mais il est assez choquant de voir qu'Origin et Battlelog sont indiqués comme étant en bêta alors que le jeu est sorti. Au niveau du jeu lui-même, la réalisation graphique et sonore prend vraiment toute son ampleur avec une machine actuelle. Les options graphiques sont nombreuses et quand on monte la qualité, le résultat est somptueux. En contrepartie, votre machine sera mise à rude épreuve et si elle n'est pas refroidie de manière adéquate, vous le découvrirez très vite. Et vous découvrirez aussi en montant les options qu'un gigaoctet de mémoire vidéo, ce n'était pas forcément suffisant. Le réglage ultra demandant 1,5 à 2 Go pour fonctionner sans plantage. Car oui, des plantages subsistent. Les forums sur internet fourmillent de conseils et réglages, mais on attend du développeur de vraies solutions sur ce genre de choses. Bon, finalement, quand on est dans le jeu lui-même, on oublie un peu le reste. Et c'est vrai que les options fournies par le site Battlelog sont très intéressantes. Mais on doit bien réaliser que jouer à Battlefield 3 demande un certain engagement de la part de l'utilisateur. Un engagement que l'on prend volontiers, tant l'expérience multi est puissante, et ce, en très grande partie grâce à un sound design tout simplement irréprochable. On esquivera donc soigneusement le solo et la coop pour prendre physiquement son pied sur un multi définitivement travaillé, massif en termes de durée de vie et répondant presque point par point aux attentes de la communauté. On attend maintenant la réponse armée du prochain Modern Warfare.
Voilà donc pour Battlefield 3. Donc pour résumer, c'est évidemment, enfin l'intérêt du jeu, il réside évidemment dans le multi, quoi. Pas autre part. Le solo, c'est une blague. Le solo, c'est un bonus. De plus en plus, dans ce type de production, c'est genre, en fait, cadeau, limite, le DLC intégré au jeu, bah, c'est la campagne solo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et la coop, elle est pas convaincante non plus. En tout cas, moi, j'ai pas du tout accroché. Le multi, en revanche, ouais, ça, c'est de l'expérience multijoueur FPS. Donc, moi, j'y ai joué sur console, en fait. J'ai joué sur PS3. Il y avait quand même, parce que je le dis pas dans la critique, mais il y a quand même, enfin j'ai pas mal souffert de lag, il y avait du lag, alors je sais pas si c'est parce que les serveurs étaient un petit peu instables ou si c'est parce qu'à No Life qu'on avait des problèmes, je pense pas. Non. Donc voilà, mais c'est normal, il y a tellement de gens qui se sont jetés dessus dès sa sortie que évidemment les serveurs ils ont juste, ils ont été traumatisés. Peut-être que ça se passera mieux dans 10 jours maintenant, genre un peu moins. Ouais, d'accord. Avec la sortie de Call of. Ouais, c'est possible. Il y aura peut-être une migration des joueurs et tu pourras jouer tranquille avec 3 pèlerins. Non, je pense que la communauté s'est agrandie avec ce Battlefield 3 parce que le multi, sincèrement, il est quasi irréprochable. Ok, à ce point-là. Ouais. Bon, bah, ça c'est quand même du costaud. Et bah voilà. On arrive à la fin de cette émission et puis on a quand même du joli contenu puisqu'on a Skyrim dans la prochaine cassette Z+. Donc ça c'est quand même joli. On va le voler avec XP comme ça il était pas au courant quoi, direct. Fou. Thierry il prend des produits stupéfiants. Non c'est Skyrim non. Bon je m'en fous parce que de toute façon on a Assassin's Creed Revelation, on a Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord et en plus on a Call of Duty Modern Warfare 3. Ah elle est belle. Et sans parler d'un reportage consacré au prochain Hitman. Bref. Pas mal de belles choses, quoi. Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao tout le monde. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de Showtime? T'as fait trop de soirées, c'est ça? C'est toi Thierry, tu me donnes du boulot toi aussi. Après tu t'es pas, il faut te Showtime. Bah non.